Ah, Ouais. on a trouvé un nouveau Ah, ça y est, on est en live. protocole. C'est bon, tu vois. Salut les Allez, amis, salut à toutes et à tous. Allez, c'est en train de charger. Ça marche, ça marche, ça marche, ça fonctionne. Rugby sur l'ongle. Salut Vanessa, salut Anne. salut. Salut. Bonjour, donc bienvenue sur le live. Hein. On est en Bretagne en ce moment, comme vous peut-être. On est près de Fouesnant, Concarneau, dans des forêts de Brest. muguet. Pardon. Anne Henken, c'est de Brest. Anne est de Brest aussi. Moi ici, je suis près de Guidel. On est dans le Morbihan et le Finistère. Vous êtes la bienvenue. Troisième journée, un petit peu de présence sur les réseaux sociaux et sur les Zooms et plateformes et conférences interplanétaires avec des gens intéressés à ce déconfinement et qui sont venus et revenus très rapidement donc, sur les questions essentielles. Vanessa, on fait juste un petit récap déjà, parce que ça s'appelle déconfinement, Begmay Paddle Cup. Ouais. Alors déjà, premièrement, donc voilà, nous sommes le 1er mai, donc nous souhaitons une bonne fête aux travailleuses et aux travailleurs, voilà, parce que c'est important. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vont pas aller défiler. Et en fait, il y a des gens, ils défilent tous les ans et donc on pense à eux, on est là aussi. Bref, voilà, donc en gros, le rappel du collectif, c'est donc pour la réouverture du littoral de façon raisonnée et en concertation avec les mairies, les élus et les collectivités. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le 11 mai, la réouverture du littoral n'est pas prévue, c'est interdit, donc on appelle à respecter pour l'instant bien évidemment la loi, hein, que ce soit bien clair. Voilà. Mais on a compris que l'État a peur des grands rassemblements. Donc, ce qui remonte pour l'instant, c'est qu'il y aurait une proposition de 3 phases afin de rassurer et d'assurer un retour au littoral et sport nautique en toute sécurité dans les zones vertes, en sachant que la Bretagne, youpla boum, est une zone verte et que l'interdiction des 100 km, du fait de notre géographie, nous isole du reste de la France. Donc, le risque, peut-être, sera-t-il moins important. Enfin bon, on va voir ça avec les médecins, hein. Mais aussi, donc voilà, donc le risque sera peut-être faible, mais on ne sait pas, parce que comme on a vu hier avec Gaëtan, avec les médecins, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer non plus le virus, la pandémie, la maladie et tout ça. On a aussi entendu avec Anne Henkens hier que trop de viricides pour les nettoyages, peut-être que ce ne serait pas bon pour la biodiversité et l'environnement, donc c'est quand même un vrai sujet. Donc, rappel, 11 mai, 1 juin, ce serait une phase de transition axée sur la plage dynamique. Donc, qu'est-ce que la plage dynamique? Parce qu'en fait, c'est le concept qui a l'air de se profiler. Qui m'explique la plage dynamique? Quelqu'un? Donc, la plage dynamique, c'est quoi? C'est on ne va pas faire de bronzing, on traverse la plage. Voilà, vas-y, Chris, enchaîne. Ah non, moi je suis là pour donner la parole. Non, mais attends, il y a une petite chose. Alors, on va vite là. Je t'ai balancé une question et t'es parti comme ça sur le monologue du. Il faut faire un récap. Moi, je fais un récap. Un récap, c'est pas juste blabla, quoi. Il y a, avec Vanessa et Anne de Begmail, il y a un petit point que tu as omis, hein, et il faut le rappeler quand même, parce que là, on est ici à Begmail et cette association de stand-up paddle, il y a un moment, elle s'est dit, pendant 3 ans, vous avez été porté, soutenu avec beaucoup d'enthousiasme et de générosité par les commerçants de Begmail. Et on est parti de ce niveau-là parce que ça s'est dit aussi à un moment, il y a tout un réseau local, très très local, hein, sur cette pointe-là, qui a besoin d'aide en ce moment, qui est vraiment là, qui a été très discipliné. On a fait tout ce qu'il fallait et tout. Et il y a un moment, les restaurateurs, les surfeurs, les associations, les clubs, les coiffeurs, etc., etc. Les habitants, les gens des EHPAD, il y a un moment, ils se disent, mais ça peut durer très, très longtemps et ça peut avoir d'énormes répercussions. Et à un moment, il faut agir. Ça c'est important de le dire, Anna. Cette impulsion, elle est partie de là. Elle est partie de là, elle est partie aussi d'apporter des solutions qu'avec tous les bénévoles de la Begmay Paddle Cup, qui nous aident pendant la course, en fait, en général, pendant l'événement, pendant tous les événements de l'année, parce qu'il y en a plusieurs, de mettre notre collectif à contribution pour aider le maire, les préfets à trouver des solutions pour en fait arriver sur les plages en étant contrôlés. On est responsable, on sait qu'il y a un virus, on sait qu'il y a des dangers.
Mais voilà, on voudrait avoir la possibilité d'ouvrir les plages et d'aider avec de l'humain, en fait, nous-mêmes, de donner de notre temps, 3-4 heures par jour, en tout cas, pour pouvoir peut-être qu'il y ait 30 personnes sur la plage qui fait une dizaine de kilomètres, je crois. En tout cas, voilà, de contrôler les allées et venues, de laisser la possibilité aux clubs sportifs peut-être d'avoir 5-6 personnes. Anne, l'idée n'est pas de contrôler les allées et venues, hein, c'est-à-dire d'informer, de réguler par rapport à un risque donné et d'essayer en fait d'éviter que les flux soient trop importants, de proposer en tout cas des propositions par rapport à ça, pour éviter donc les rassemblements, puisque on comprend que c'est ça qui fait peur en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, plage dynamique, non statique, lieu de passage, et bien sûr aussi pas mal de gens qui se sont joints à nous. Là, pour l'instant, on est vraiment au tout début de cette histoire, puisqu'on récolte énormément d'informations. On récolte aussi des décrets, des confirmations. On parle à tous les niveaux, donc c'est-à-dire associations, les professionnels, les pratiquants individuels, les offices de tourisme, les mairies. Il y a les députés qui sont venus aussi et les assistants députés qui ont commencé à communiquer avec nous, la presse évidemment. Et donc voilà, on essaye de construire, hein, c'est vraiment le tout début, c'est une première semaine, mais c'est Et on a entendu la ministre des Sports quand même aussi utiliser ce mot de plage dynamique. Donc voilà, plage dynamique n'existait pas il y a 2 jours. Et maintenant, en fait, il y a un concept plage dynamique, hein, voilà, pour la réouverture du littoral. On y va, je vois qu'on a Sophie Chat, parce que moi j'ai tellement couru après Sophie Chat dans tout Bec Meil, en étant confiné, parce que c'est ça le problème, c'est que vu qu'on ne peut pas sortir et faire notre enquête, il fallait appeler les gens en disant mais toi tu habites là, tu sais pas s'il y a une Sophie Chat et tout ça, parce qu'on m'a dit qu'elle habitait à Bec Meil. Donc Sophie Chat, je suis tellement contente que vous soyez là. Bienvenue. Merci à vous. Nous avons aussi Anne Enkes, ça va Anne, c'est deuxième intervention. Anne, bonjour. Oui, bonjour et bonjour aussi Sophie, je suis très heureuse de vous voir. Par contre, j'ai pas le... Donc ce call... je pense que c'est qu'on est trop en fait en réunion, non? Ouais, ce call, on va vous donner la parole. Hein. Ce call aujourd'hui, c'est un point plutôt médical. Il y a eu des points sur les commerçants, sur les offices de tourisme, avec les commerçants aussi. Donc il y a plusieurs thématiques, avec le nautisme aussi. On a eu des skippers. Là, maintenant, on attaque vraiment un deuxième point médical, hein, donc avec Sophie qui va peut-être nous expliquer le buzz qui a été fait sur le net et exactement qui vous êtes, Sophie. Alors moi, je suis actuellement médecin conseiller à la Direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale de Bretagne. Donc, c'est la représentation du ministère des Sports en région et je suis principalement responsable du développement du sport santé, sport bien-être en Bretagne. Donc, je suis très intéressée par justement la problématique de la pratique en plein air. Ça, c'est une activité récente depuis 2016. Sinon, j'ai été pendant 20 ans virologue. Ma spécialité de départ, je suis médecin biologiste et je suis praticien hospitalier en fait en détachement du CHU depuis 2016, mais j'ai travaillé pendant 20 ans au CHU de Rennes comme virologue au laboratoire de virologie du CHU en virologie clinique. Donc, j'ai manipulé beaucoup de virus et fait du diagnostic de virologie clinique au quotidien, pas de la recherche fondamentale, mais de la recherche appliquée. Et disons, je connais un peu la problématique des virus quotidiens, ceux qui infectent l'homme avec toute la problématique qui va autour de contamination, de prélèvement, de diagnostic, de sérologie, etc. Voilà, donc je suis intéressée avec cette double casquette parce que voilà, la question de la virologie là est évidemment prédominante, hein, puisque on a vu toutes les questions émerger depuis le début de la pandémie avec ces mouvements de panique sur les possibilités de contamination par contact, par inhalation, qu'est-ce qu'il faut décontaminer, avec quoi. Et puis après, à double titre maintenant, avec cette casquette de médecin responsable du sport santé en Bretagne, puisque évidemment, le littoral et toutes les pratiques en plein air doivent occuper une place très importante dans le bien-être et la santé des Français, que ce soit en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, en prévention de maladies chroniques ou en prise en charge des maladies chroniques. C'est vraiment capital. D'accord. Donc nous, c'est vrai qu'on
voilà, vous avez fait un buzz sur Internet, hein, parce que moi, voilà, c'est comme ça qu'on m'a parlé de vous, parce que j'étais dans mon jardin en train de hurler en disant, mais il nous faut une virologue, il faut un virologue, il faut trouver-nous des biologistes. Là, moi, je sais pas, il faut qu'on trouve. Et là, ma voisine m'a dit, mais il y a Sophie Chat, elle a fait un buzz sur Facebook. Donc là, on a regardé, donc de l'autre côté, hop, et j'ai dit, ouais, Blandine, tu sais où elle habite? Parce que c'est ma voisine. Elle me dit non. Et donc, voilà, c'est quoi ce buzz? Parce que moi, j'ai lu ça en Martinique au tout début, quand la pandémie est partie. Et c'est vrai que c'était quelque chose, voilà, c'était le vôtre. Voilà, c'est marrant, les cercles. Oui, ça m'a complètement débordé. En fait, c'est que j'ai laissé venir cette épidémie-là, cette histoire de virologie avec ce virus, ce coronavirus qui arrivait là. Et puis, au bout d'un moment, à force d'entendre parler, justement, c'est le premier mouvement de panique là, de cette ruée des gens sur le gel hydroalcoolique, des gens qui étaient prêts quasiment à se casser la figure, à se taper dessus pour avoir les derniers flacons. Ma fibre de virologue a un peu vibré. Je me suis dit, bon, il faut peut-être rappeler certaines choses de base que je n'avais pas entendues encore sur les plateaux télé et dans les radios par mes anciens collègues de virologie, qui sont tout simplement cette notion que le virus, le coronavirus, fait partie d'une famille de virus qui sont enveloppés et qui confère à cette famille de virus plutôt un caractère de fragilité. Et contrairement aux virus nus, qui sont tous les virus de gastroentérite qui traversent le tube digestif, qu'on retrouve dans les selles, qu'on peut acquérir par des aliments contaminés ou par l'eau, justement, que ce soit les adénovirus, le rotavirus, les virus d'hépatite, etc., qui vivent dans l'eau, hépatite A, hépatite E. Mais celui-là, il ne vit pas dans l'eau. Il vit pas dans l'eau, le Covid. Parce que, a fortiori, enfin, aucun virus n'y vit, mais certains peuvent y survivre parce qu'ils sont nus, justement. Ils sont nus, ils n'ont pas cette enveloppe qui est nécessaire au virus pour s'accrocher sur les cellules, mais qui est en fait fragile parce que c'est une partie de l'enveloppe, c'est la même enveloppe que nos cellules à nous. Alors que les virus nus n'ont pas cette enveloppe, ils ont juste un ARN ou un ADN protégé par une protéine très dense qui fait un peu comme une capsule de Lego en fait, hein, et qui rend le virus très résistant. Donc ces virus nus peuvent traverser le tube digestif et se retrouver dans l'eau, dans les bouts de stations d'épuration, etc. Et donc le Covid-19, lui, c'est un virus, il est comment en fait dans l'eau où il est présent en fait. Comment il se comporte en milieu aqueux, quoi, en fait? Comme tous les virus enveloppés, en fait, dans le milieu extérieur, ils ne survivent pas parce que cette enveloppe se dégrade très vite. Dès que le virus se dessèche ou dès qu'il est exposé à un tensioactif comme un savon ordinaire, hein, et donc a fortiori l'alcool, la chlorhexidine, etc., vont déstabiliser l'enveloppe et le virus est inactivé tout de suite. C'est-à-dire que le virus, s'il n'a plus son enveloppe intègre avec dessus les spicules, les petites glycoprotéines qui lui permettent de s'accrocher, si tout ça est détruit, il ne peut absolument plus rien faire, ce virus-là. Donc sa sensibilité à lui, c'est à partir du moment où il est exposé au dessèchement, à la chaleur, etc., il va être abîmé. Et alors, bien sûr, il existe... excusez-moi, j'ai ce sont les aléas du live, chère Vanessa. Ça nous donne l'opportunité. Anne, vous connaissez avec Sophie? Ah, il est revenu. Moi, je suis là. Je peux... Donc, voilà, à partir du moment où le virus il est dans le milieu extérieur, normalement, il survit très peu de temps, parce que très vite, il va se dessécher. Alors, il y a eu ce papier qui a fait beaucoup de bruit, où on a dit le virus résiste plusieurs jours sur le carton, plusieurs heures sur le plastique, etc. Mais c'était issu d'un journal, une publication, je crois que c'était le New England Journal of Medicine, où ils ont essayé de reproduire les conditions expérimentales d'un patient qui est dans une chambre et qui tousse et qui crache et qui excrète du virus. Il va en mettre partout autour dans son environnement, sur les barres de lit, etc. Et ensuite, ils ont fait des prélèvements sur le plastique, sur justement le métal, etc. Ils ont regardé si le virus était vivant. Mais en essayant justement de remplacer le patient par un nébuliseur qui a envoyé des aérosols chargés de virus. Et évidemment, ça reproduit absolument pas les conditions de la vie de tous les jours, où on imagine quelqu'un, un malade qui va cracher plein tube du virus comme ça sur un rayon de tomates ou de courgettes, puis les gens vont venir ensuite tout de suite récupérer les légumes, les toucher, se coller les doigts dans la bouche. C'est ça qui représenterait un risque, mais c'est absolument pas les conditions de vie réelles. Donc ça a fait paniquer beaucoup de gens, et à tort, puisqu'en fait, dans la conclusion de ce papier-là, ils ont dit, en fait, dans les comparaisons de survie et dans
les possibilités de neutralisation avec différents produits. On n'a pas testé dans ce papier-là l'eau et le savon, mais il s'avère qu'à Taïwan, où ils ont particulièrement bien géré l'épidémie dans les services de réanimation, ils avaient simplement des robinets avec de l'eau et du savon pour se nettoyer les mains. Et ils ont tout à fait fait face à l'épidémie. Donc, c'était juste pour rappeler ce truc simple que de l'eau et du savon sur des virus enveloppés, c'est déjà très bien. Et en fait, c'est tout simplement, il faut que les gens réintègrent l'idée que l'hygiène, hein, ça a une importance et reviennent à des règles tout simplement de base d'hygiène. Parce qu'on est obligé de se laver les mains pour ces virus-là, mais je fais remarquer que quand vous allez récupérer des légumes sur un étalage, quelqu'un a pu passer avant, après s'être curé le nez, par exemple, il va toucher les clémentines, etc., ou les tomates pour savoir si elles sont mûres, et il peut avoir plein de staphylocoques, la personne peut avoir plein de staphylocoques dans le nez, aller le coller sur le légume et vous allez l'intégrer derrière. Donc ce réflexe de se laver les mains, on doit l'avoir au quotidien, on découvre l'hygiène avec le coronavirus, mais cette hygiène de lavage des mains, on devrait l'avoir en permanence en fait. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi, on m'a appris à me laver les mains quand j'étais petite. En tout cas, c'était, avant de passer à table, quand on sortait. Enfin bon, bref. Mais donc, du coup, alors, là, nous, la question qui nous intéresse, mais donc, ce virus, comment vous pensez qu'il se comporte, du coup, sur des plages en plein air, à la mer? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux activités sportives? Quels sont vos conseils, vous, pour assurer, sécuriser, on va dire, des espaces comme la plage? Voilà, c'est une question, hein. À partir du moment où on est en extérieur, il faut garder à l'esprit donc, cette idée que les aérosols d'un malade qui va tousser, il faudrait d'abord que ce soit un malade qui a des signes respiratoires, parce qu'il semblerait, sur les premières analyses, que les gens qui ont des signes cliniques très limités sont très peu excréteurs, ils contaminent très très peu. Et même dans l'étude sérologique qui a été faite à Crépy, en Valois, là, dans l'Oise, où il y a eu une épidémie là, autour d'un lycée, en intrafamilial, dans la famille de lycéens qui étaient contaminés, le taux de contamination aux autres membres de la famille ne dépasse pas le 10%. Donc ça veut dire que voyez, le risque, il est quand même pas extraordinaire, même si on rappelle qu'en théorie, un patient contaminé, s'il tousse et qu'il expulse ses aérosols, il peut contaminer jusqu'à 3 personnes. Mais dans les faits, en environnement proche, au-delà du mètre ou mètre 50 qu'on recommande de distance de sécurité, il y a quand même assez peu de risques, sachant que on a donc bien précisé que c'était un risque gouttelette et non pas aérien. Les particules virales ne sont pas en suspension directement toutes seules comme ça dans l'air, ce qui pourrait être plus grave, mais c'est vraiment un risque gouttelette, c'est vraiment deux risques qui sont bien identifiés, et qu'il a été prouvé assez récemment qu'en milieu humide, les gouttelettes vont moins loin qu'en milieu sec, parce que s'il y a de l'humidité ambiante, l'humidité qui est dans l'air va fusionner avec les gouttelettes infectantes et du coup les gouttelettes vont retomber encore plus malades, vont aller moins loin. Donc on peut imaginer qu'au-dessus de l'eau où il y a pas mal de une atmosphère très humide, les aérosols vont aller encore moins loin. Donc on imagine que des pratiques sur l'eau où les gens sont forcément à plus d'un mètre les uns des autres, on peut vraiment pratiquer en sécurité. Et on m'a posé une question, moi on m'a dit, mais s'il y a un enfant et puis il y a une cigarette qui a été fumée par quelqu'un et que la personne a vraiment une mauvaise démarche, c'est-à-dire a jeté sa cigarette sur le sable et que l'enfant récupère ce mégot, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Oui, alors il existe, mais il faudrait qu'il récupère le mégot tout de suite parce que le mégot exposé à l'air, au soleil, etc., très vite, en imaginant qu'il y ait un résidu de virus sur le papier, il va être quand même assez vite inactivé. Mais bon, voilà, c'est typiquement le genre de contact qu'on essaie d'éviter, mais il faudrait quand même vraiment faire beaucoup d'efforts. D'accord. Oui, donc, oui, du coup, on rappelle juste Vanessa, pour les cigarettes. Attends, on rappelle juste pour les cigarettes que donc pour les fumeurs qui vont à la plage quand c'est autorisé, il y a des cendriers de poche et on met sa petite cigarette ou même dans son plastique de paquet de cigarettes et puis on repart avec et on ne laisse pas ça sur nos plages. En fait, en Bretagne, il y en a peu, mais je sais que dans d'autres endroits, il y en a beaucoup. Voilà, Christophe, je te laisse. merci beaucoup. En tout cas, c'était un super exemple. Hein, la cigarette qui tombe, un enfant qui récupère. Alors là, on est vraiment dans le nautisme. Merci beaucoup, Vanessa. C'est un peu l'esprit les plages, c'est pas que le nautisme. Hein. Il y a des gens qui se baladent juste. On
on va avoir, hein, bien sûr, merci beaucoup Sophie, Anne et Jean-Pierre Le Tourneur. Hein, il y en a leur domaine, toujours hein, dans le domaine médical, mais qui sont aussi passionnés de plongée ou de surf en étant sur de la pratique individuelle et collective. Et aussi Bertrand Rove qui est médecin. On a des questions aussi sur Internet. Là, c'est une question aussi, Anne, Jean-Pierre ou Sophie. La question, elle est comment se fait-il qu'on n'ait pas pu mettre en place un vrai essai clinique dès fin janvier? Là, quand on vous écoute, Sophie, on a l'impression d'être plutôt rassuré, de se dire, voilà, même si c'est la cigarette qui tombe, qui est ramassée ou un postillon qui tombe dans l'eau, la combinaison, comment se fait-il donc qu'on n'ait pas pu mettre en place un vrai essai clinique dès fin janvier, ce qui aurait fait gagner un temps plutôt précieux? C'est une question qui vient un petit peu des réseaux sociaux. Sophie, vous voulez… Essais cliniques concernant la contamination? Oui. Alors, les essais cliniques, ils ont démarré très très tôt. Hein. La recherche est allée 10 fois plus vite qu'elle ne va d'habitude. Hein. Il y a plus de 600 essais thérapeutiques en cours, ce qui est quand même un record battu en 3-4 mois, arriver à avoir mis en place autant de choses. Ils ont réussi à séquencer le génome du coronavirus en 3 mois, quand d'habitude il faut 3 ans. Enfin, tout est allé quand même très très vite. Donc, je suis pas sûre qu'on ait pu faire ça beaucoup plus rapidement. Il se trouve que ça a démarré en Chine et on n'avait pas la main là-dessus et que, bon, voilà, il y a les réserves qu'on connaît sur la transparence ou peut-être la non-envie de communiquer dans ce pays, de communiquer rapidement sur… mais je crois que ça a été pas mal rattrapé. En tout cas, les chercheurs communiquent vraiment très rapidement au niveau international d'un pays à l'autre. L'information circule très, très vite. Et je crois que le retard a été rattrapé puisque là, il y a un nombre considérable d'essais thérapeutiques qui sont en route, vraiment dans des records absolus. Après, c'est difficile. La limitation aussi, c'était la disposition de tests fiables, à la fois de détection de l'ARN. Le virus est très difficile à cultiver. Enfin, il ne se cultive pas du tout en routine facilement. Donc, les outils auxquels on se raccroche, c'est la détection de son génome et pas du virus. Et c'est ça qui fait un peu la différence aussi, c'est que détecter du génome, ce n'est pas détecter du virus infectieux. On peut très bien détecter du génome et le virus n'est plus infectieux depuis longtemps. Ça, c'était connu déjà dans la… Donc, il faut des outils pour mesurer ça. Il a fallu quand même quelques semaines pour développer des outils fiables qui permettent, avec une bonne sensibilité, de détecter l'ARN dans les différents prélèvements et puis mettre en place tout ça. Il faut un peu d'organisation, des cohortes bien construite, de l'organisation pour avoir une tendance. Mais moi, je trouve que c'est… Il y a quelqu'un qui va intervenir, non? J'entends, c'est qui? Je pense que justement, ça serait bien l'occasion de faire, à propos de cette question, de faire la différence entre ce qui est test et sérologie pour que ça soit très clair pour tout le monde, parce qu'on parle beaucoup de ça depuis quelque temps. Il est clair que pour l'instant, il y a plusieurs tests qui ont été mis au point avec des sensibilités, spécificités qui sont variables, qui sont parfois remises en cause. Et on parle beaucoup de sérologie, mais la sérologie pour l'instant n'est pas au point. Il faudrait peut-être expliquer un petit peu aux auditeurs la différence, savoir qu'un test cherche à détecter la présence du virus, alors qu'une sérologie cherche à détecter la défense du corps vis-à-vis du virus. Donc là, je préfère que la virologue s'exprime. Ouais. Alors, en fait, tout ça, c'est des tests, hein, d'ailleurs, un test, mais on distingue en fait 2 catégories de tests. En gros, c'est le test direct et les tests indirects. Les tests directs permettent de dépister le virus ou un de ses composants. Donc, soit on arrive à cultiver le virus lui-même à partir d'un prélèvement, soit on arrive à détecter qu'un antigène de surface, par exemple, dans des tests rapides, hein, ça se fait en période d'épidémie de grippe, par exemple, ouais. On détecte son ADN ou son ARN, c'est ce qui est fait là, c'est les premiers tests qui ont été développés. À partir du moment où on a eu la séquence du génome, on a pu fabriquer des amorces. Et donc, vous avez entendu parler de ce test de PCR, là, c'est polymérase chain. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on va perdre tout le monde parce que vous, là, c'est très intéressant entre vous. Mais alors, moi qui suis un peu blonde, je suis juste une petite sirène, je comprends plus trop. Alors, en fait, je pense qu'on va redescendre et peut-être vous pourrez vous entretenir après, mais pour qu'en fait, qu'on reste en fait sur notre thématique et à savoir comment, Anne, j'ai l'impression aussi, donc tu es médecin et hier, tu voulais quand même poser une question un peu médecin, comment dire, à Sophie, mais qui peut-être est un peu moins spécifique parce que sinon j'ai un peu peur qu'on perde tout le monde en fait.
Oui, merci. Hier, je réagissais par rapport justement à tout ce que vous avez dit sur tout ce que l'on sait sur le virus. Et l'interrogation que j'avais, c'est sur l'utilisation large de virucides. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont envie de recommander, notamment pour les équipements sportifs, etc., de tout virucider, y compris, donc c'était la question un peu commune au paddle, à la voile, au surf, à la plongée, les combinaisons de plongée. Et je me dis que virucider tout ce néoprène, ça ne me paraît pas anodin pour l'environnement et pas d'un intérêt fulgurant. Oui. Ben, alors, moi, j'ai la notion j'ai entendu dire qu'il existait des solutions de décontamination des combinaisons de plongée, mais moi, je ne pratique pas du tout. Je ne sais pas quelle est leur composition. Est-ce qu'elles sont virucides, ces solutions? Est-ce qu'elles sont bactéricides, virucides? Je ne sais pas quel est l'élément actif, mais a priori, de l'eau savonneuse pourrait suffire. Ça suffit bien pour les mains. Mais avec alors ça j'ai compris, mais par contre il faudrait frotter un peu ou pas? L'action physique, il faudrait frotter, ou alors un bain, c'est-à-dire les combis on les met dans les grosses poubelles là comme on faisait avant avec on va dire la solution, ça suffit ou il faut frotter? Si on imagine que si la combi est trempe et qu'on l'agite un petit peu, l'eau savonneuse va rentrer dans les interstices, a priori il y a pas, ça devrait suffire. Il n'y a pas besoin de quelque chose de très agressif. On nous laver les mains, évidemment, en allant chercher dans les recoins, sous les ongles et dans les plis, ça suffit. Donc, une combinaison, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et après, la question se pose pour la désinfection des masques. On nous dit les masques en coton, il faudrait les laver à 80 degrés, les passer au four, etc. C'est pas logique. Si d'un côté, il suffit de se savonner les mains à température ambiante, il n'y a pas de raison qu'il faille passer à 80 degrés les textiles derrière. Donc voilà, le virus, une fois qu'il aura passé, qu'il aura fait un bain dans le savon et qu'il aura séché à l'air, normalement, ça devrait suffire. Ok, merci beaucoup Sophie. Pourquoi on pose cette question? C'est depuis le début de cette semaine. La question, c'était on veut aller vers un déconfinement, mais on veut faire les choses bien. Est-ce que l'essentiel, il est là aujourd'hui? On se rend compte que depuis cette semaine, 7, le chiffre 7, les gens restent chez eux. Pas que ceux qui sont autour du nautisme, mais les randonneurs, les pads, bien sûr, il y a le 1 heure de balade. Mais après, voilà, grâce à vos avis éclairés, Jean-Pierre Le Tourneur, tu es toi président d'un club de surf. Tu connais l'impact du surf sur les enfants, sur les adultes, sur le mental des uns et des autres. Pareil, Anne, au niveau de la plongée. Et sur ces réseaux, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on voulait avoir aussi vos avis. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ça avance un petit peu, Jean-Pierre, parce que des gens, c'est ça qui nous fait un petit peu peur. C'est des gens se disent, à partir du 11 mai, on peut y aller, on doit y aller, mais on est encore loin de… Jean-Pierre est médecin aussi. Hein. Jean-Pierre est médecin. Alors, oui, effectivement, moi je suis médecin, je suis gastroentérologue à Saint-Malo et président d'un club de surf maintenant depuis près de 10 ans, de surf et paddle. Et effectivement, j'avoue, je l'ai déjà dit à Christophe, que depuis, je suis très attentif à ce qui se passe depuis 2-3 mois. Je pense qu'on vit une crise sans précédent. De toute façon, j'ai rien inventé, c'est mondial, c'est quelque chose qui est énorme à propos d'une maladie qui n'est pas connue. Même si la famille du virus est connue, ce virus en particulier n'est pas connu. Il est particulièrement contagieux et virulent. Maintenant, on a suffisamment de données à l'heure actuelle pour savoir quel est son réel impact, puisque la plupart des pays du monde sont touchés. Donc, il a des impacts différents en fonction des différentes politiques qui ont été mises en place pour justement prévenir son développement, que ce soit par les pays asiatiques qui ont préféré tester et faire de la protection. Ils sont habitués aux épidémies virales. Ils portent un masque comme une deuxième peau depuis plusieurs années maintenant, dès qu'il y a une alerte. Il y a d'autres pays qui ont opté pour un test et un traitement précoce, d'autres qui ont opté pour un confinement. Il semble que nous, en Europe et aux États-Unis, il y a eu des variations, mais que
bon, pour les pays comme l'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre maintenant et pas mal d'autres pays, c'est le confinement qui a été décidé, le confinement de masse. Donc, je pense qu'il faut se méfier de cette épidémie parce que même si on commence à avoir de plus en plus de données observationnelles et scientifiques, on ne sait pas quelles peuvent être la réalité de son évolution. Il y a quand même des arguments qui laissent penser qu'on est sur une courbe descendante de l'impact de la contagion, puisque le nombre de personnes détectées décline. Le nombre, on voit bien, alors, voilà, est-ce que c'est l'effet du confinement? Est-ce que c'est l'effet de l'évolution particulière de ce virus? Est-ce que c'est... il y a peut-être d'autres raisons. Moi, c'est pour ça qu'en tant que président du club de surf, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que on est là avec la première vague, celle de là, on est à peu près à 3 mois, et on ne sait pas si derrière il va y avoir une deuxième vague. Alors cette deuxième vague, on sait l'identifier d'un point de vue conséquence sociétale, puisqu'elle est énorme. On n'arrête pas de recevoir tout un tas de chiffres de déclin de notre économie, de coûts exorbitants. Le seul chiffre d'avoir 11,5 millions de chômeurs partiels actuellement en France, si on prend que la France, c'est un chiffre énorme quand on sait que 90% des entreprises sont impactées, et c'est évident que les conséquences sur le plan économique et social vont être énormes. Donc cette deuxième vague, elle est évidente sur un plan sociétal. Maintenant, est-ce qu'il y aura une deuxième vague sur le plan viral? C'est pas certain. Bien sûr qu'il faut s'en occuper, il faut la prévenir au maximum. Et comme disait la virologue dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, je pense que ce virus n'est pas très connu. Il faut rester très prudent concernant les possibilités de transmission, en gardant quand même un certain bon sens. Un R0 autour de 2,5, on va dire que c'est ça à peu près, c'est-à-dire qu'il est en train de baisser puisque le virus circule de moins en moins. Fait que c'est quand même 10 fois moins que la rougeole. Hein. Jean-Pierre, tu es médecin, tu es président de club de surf, médecin aussi. On a oublié de dire que tu étais sur Saint-Malo, donc une zone verte aussi. Oui. Aujourd'hui, d'être de ce mouvement de réouvrir le 11 mai la pratique, les plages. Je pense que le fait d'avoir une activité sportive en plein air, à mon avis, ne représente pas de risque de transmission virale en tant que tel. Cependant, le fait de rouvrir, on est dans une mesure d'État. Le confinement, c'est une mesure d'État, et les décisions de déconfiner, ce sont des mesures d'État. Ça concerne l'ensemble du pays, l'ensemble des Français. Mais c'est pour ça que les gens, là, jusqu'à présent, nous, en tout cas, nos élus, les conseillers municipaux sont quand même derrière une réouverture, derrière le mouvement là, de réouverture du littoral. Donc, il faut qu'il soit pensé quand même de manière raisonnée et en sécurité. Et donc, voilà, on va passer maintenant la parole. Hein, c'est que je vous coupe un peu, mais parce qu'il y a pas mal de gens et je vois qu'il y a Bertrand qui s'impatiente un petit peu. On reviendra, Jean-Pierre. Qui est Bertrand, Vanessa? Eh ben, c'est Bertrand Rau et en fait, c'est Anne Kéméric qui m'a donné son contact. Alors, on peut avoir Bertrand? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je vais me présenter. Le vieux diplodocus, voilà. Je suis directeur de recherche au CNRS et non pas médecin. Je suis retraité. Mes consultants et disons, je parle en tant essentiellement que mécanicien des fluides, spécialiste des aérosols, etc. Et en plus, depuis le début de cette épidémie, j'ai été frappé par l'imbécilité de la communication gouvernementale en ce qui concernait les 1 mètre. Donc, j'ai pris immédiatement des contacts. Enfin, j'ai fait énormément de bibliographies. J'ai lu beaucoup d'articles dans la littérature scientifique internationale et j'ai contacté des collègues, et en particulier des collègues qui s'occupent de la transmission aérosol, dont il me semble que vous avez déjà parlé. Parce que la distance de 1 mètre, c'est n'importe quoi. En fait, si on voulait être vraiment en sécurité, il faudrait être plus loin.
Voilà. Tout à l'heure, ce que je disais que j'avais à dire, c'était par rapport aux histoires de température pour désinfecter vos combinaisons, etc. J'ai regardé la littérature et les virus, ce virus en particulier, certainement comme les autres, sont détruits en fonction de la température, mais avec une cinétique. Plus vous chauffez, ce qu'on appelle une loi d'Arrhenius en chimie physique, plus vous chauffez, plus ça va vite. Alors, si vous chauffez seulement à 35 degrés, ça va prendre très, très, très longtemps. Donc, moi, pour ce qui est des combinaisons de ces choses-là, c'est juste une petite remarque par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure. Je pense que si vous passez votre combinaison dans un bain très chaud, si vous êtes à 80 degrés, en 15 minutes, le virus il va être détruit. Hein. Alors, pour vos planches et autres, c'est un autre problème. Combinaison, club de golf… tout ce qui peut passer dans votre baignoire à suffisamment haute température, à mon avis, et à 60-70 degrés, probablement une demi-heure, c'est bon. Hein. Il n'y a pas non plus à devenir hystérique avec tout ça, plutôt qu'à mettre de l'eau de Javel ou je ne sais quoi, qui va être assez compliqué. La température détruit le virus, hein. Mais elle le détruit avec une cinétique. Donc, plus vous êtes chaud, plus ça va vite. Voilà. Et la distance, alors s'il y a 1 mètre, c'est n'importe quoi, parce que c'est quoi comme distance? Parce que ça va être important pour la réouverture des restaurants. Enfin bon, les gens, les enfants, là, si on dit que c'est pas 1 mètre et que c'est… Voilà, alors je vais vous parler de l'histoire des voies de transmission. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a 3 voies de transmission pour les affections respiratoires. Il y a les 2 premières voies, c'est par contact direct. Hein, je vous fais la bise, j'attrape le virus. La deuxième voie, c'est vous avez éjecté sur une surface des gouttes importantes, des gros postillons qui ont mis des virus sur la surface. Vous mettez les mains dessus et vous allez vous contaminer ensuite en vous touchant la bouche, le nez, etc. Donc ça, c'est les 2 voies sur lesquelles le gouvernement communique les fameux gestes barrières. Évidemment, vous vous lavez les mains, vous évacuez le virus de vos mains, vous risquez moins d'être infecté. Et la première fois, vous évitez de faire la bise à tous ceux que vous rencontrez pour la première fois. Mais il y a une 3e voie. Cette voie, c'est la voie dite aérosol, airborne en anglais. Hein, parce que vous n'émettez pas que des particules assez lourdes pour tomber très rapidement au sol. Le problème, c'est qu'en fait, on a montré, et ça c'est largement démontré dans toute la littérature scientifique, qu'on émet des particules qui sont éventuellement de 10 microns ou en dessous, des très petites particules qui peuvent contenir du virus. À partir de, ça vient des poumons, hein, je ne sais pas comment on dit en français, mais respiratory tract, hein, qui fait que vous émettez ces particules. Ces particules-là, une fois dans l'air, elles vont s'évaporer en partie et devenir encore plus petites. Donc, vous allez avoir éventuellement des noyaux secs, ce qu'on appelle des noyaux secs, des dry nuclei en anglais, qui contiennent du virus. Et elles vont se retrouver dans l'air. Mais là où il y a du danger, parce qu'il faut une certaine charge infectante pour que vous soyez infecté par les virus, de ce que j'ai compris, hein, même si je ne suis pas médecin, encore une fois. Mais le grand danger, c'est dans les espaces confinés où il y a recirculation de l'air, par ce qu'on appelle en anglais heating, ventilation and air conditioning. Et là, il y a un manque de communication épouvantable du gouvernement actuel qui n'explique pas ça suffisamment. Donc, quand on envoie les gens dans les métros, dans des bus, au supermarché, j'ai dit au supermarché, mais ouvrez grand vos portes, il faut ventiler avec l'air extérieur. C'est criminel quelque part. Ça, c'est mon point de vue. Et dans le même temps, on nous interdit les strands et les plages, où il n'y a pratiquement personne, hein, et où il n'y a pas vraiment à se poser de grands problèmes, parce que c'est tellement ventilé, c'est comme la forêt, si vous y êtes seul. Le problème en extérieur, c'est uniquement dans les zones où vous avez une foule importante, si vous êtes effectivement dans un festival ou quelque chose comme ça, là, on comprend l'interdiction. Mais interdire à 3 clampins d'aller se balader sur la grève pour y pêcher des palourdes, ou un clampin tout seul, mieux, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ça prouve une chose, ils n'ont rien compris à la 3e voie de communication. Cette 3e voie de communication, donc aérosol, de mon avis, ça explique pourquoi ça a flambé chez nous, parce qu'elle est dépendante aussi des conditions climatiques. Si vous observez sur le site du Johns Hopkins University le nombre de morts dans le monde, vous apercevrez que dans les pays en dessous du 30e parallèle, que ce soit sud ou nord, ça ne flambe pas. L'OMS avait dit, l'OMS qui a fait, parce que ça vient de l'OMS, le gouvernement s'est abrité derrière ça. Ils n'avaient pas de masque, ça les a vachement arrangés. Parce que le masque est la bonne solution pour justement se protéger dans les lieux où il y a beaucoup de monde des aérosols. Comme on n'en avait pas, on a pris les recommandations de l'OMS
il y a encore un mois et demi, hein, quand moi j'ai commencé à m'exciter là-dessus et que j'ai essayé d'écrire des trucs dans la grande presse sans grand succès, il y a un mois et demi, ils communiquaient encore pour dire que le masque ne servait à rien, hein, si vous vous rappelez bien. Donc voilà, là-dessus, ils n'ont rien compris au film, parce qu'encore une fois, cette voie aérosol était très certainement importante sous nos latitudes, et pour des raisons climatiques qui sont liées à l'évaporation des micro-gouttes, d'une part, et aussi au fait que quand on chante, quand on crie, quand on tousse, on émet une bouffée chaude qui monte, comme monte une montgolfière, ou qui descend, suivant la température de l'air, ça change tout. Si vous êtes en hiver ou au mois de mars ici, ou dans un lieu où il y a un chauffage par système de recirculation d'air. Sophie, vous voulez réagir? Merci beaucoup, Bertrand. Je vois que Sophie veut interagir. Oui, oui, allez-y. La distinction risque gouttelette et risque aérien qui est liée à la taille des particules, hein, inférieure ou supérieure à 5 microns, ça avait été annoncé à un moment pour le coronavirus, mais à ma connaissance, après différents tests, il n'a pas été prouvé que le virus était resté justement en suspension sous forme aérienne avec des particules inférieures à 5 microns et que le risque, c'était vraiment un risque gouttelette. Après, effectivement, cette distance de 1 mètre, 1,50 m, c'est une distance minimum. C'est pour ça qu'ils sont revenus depuis dessus en disant que pour ce qui est des joggeurs, en fait, les gens qui font du sport à l'extérieur, les distances à respecter sont plutôt de 10 mètres, 5 mètres pour des gens qui marchent et 10 mètres pour des gens qui courent. Parce que quand on court et qu'on expulse des aérosols, on va les expulser plus loin. Mais ces histoires de gouttelettes, ce qu'on appelle les gouttelettes de Pludge, là, elles sont connues depuis très longtemps. Ça fait des décennies qu'on montre aux étudiants en médecine à propos du cours sur la grippe. La fameuse photo de la personne qui éternue ou qui tousse rétroéclairée, on voit les gouttelettes se propulser à plusieurs mètres. Mais donc ce risque, il existait déjà pour la grippe, hein, ce qui explique que quelqu'un qui a la grippe, en période de grippe, ça flambe parce que quelqu'un qui a la grippe et qui tousse dans une rame de métro, il contamine la rame de métro. Donc l'idée de tousser dans son coude, etc., on en revient à des histoires de civisme et de comportement d'hygiène de manière générale qui ne sont pas propres au coronavirus. Donc normalement, la protection, le masque vise vraiment la protection gouttelette. Et quant à l'infection dans les pays qui seraient plutôt faibles dans les pays d'Afrique, on fait remarquer aussi que la moyenne d'âge dans ces pays-là est très supérieure à la nôtre. Là-dessus, j'ai fait la correction en tenant compte de la pyramide des âges. Je viens de poster un article sur mon blog de Mediapart. Et pour revenir sur les gouttelettes, il y a des articles beaucoup plus récents de gens comme Lydia Borouiba aux États-Unis, dont vous avez peut-être entendu parler. L'histoire des 5 microns, de la coupure à 5 microns, c'est valable si les gouttes ne s'évaporent pas, hein. En fait, vous émettez des gouttes, d'ailleurs beaucoup. Il y a Lydia Borouiba du MIT aux États-Unis, je suis en communication constante avec elle. Il y a Lydia Morawaska qui est en Australie et qui travaille sur le même sujet, c'est une autre Lydia. Et elle a montré d'ailleurs que les gouttes qu'on émet sont beaucoup plus petites que ce qu'on pensait. Et d'autre part, les gouttes les plus grosses, elles s'évaporent. Et elles s'évaporent extrêmement rapidement. Et elles s'évaporent d'autant plus facilement que vous êtes dans un milieu à faible humidité relative, ce qui est le cas dans les logements intérieurs, hein, et chez nous, sous nos latitudes, parce que dans un pays tropical, vous ne chauffez pas. C'est vraiment passionnant, on trouve ça formidable, mais vous là, vous avez l'air de kiffer là tous ensemble parce que vous êtes des experts, des médecins, vous avez l'air de savoir plein de choses, mais nous on va essayer juste de revenir un peu, peut-être pas au ras des pâquerettes, mais bon, allez, on va faire 1m70 parce que vous êtes parti un peu très haut, et donc on voulait savoir, donc ce virus, on a compris, c'est compliqué, mais en même temps faut la distance, les règles d'hygiène et tout ça. Mais en gros, concernant les sports, la plage, dans des espaces où en gros il y a du vent et où il y a du soleil et où les gens seront en distance et ne se rassembleront pas les uns collés aux autres, c'est quoi le risque de transmission? C'est faible, c'est élevé, on en est où? Excellent résumé. Et moi je dirais que justement sur les plages, sur les strands, etc., il n'y a pas de risque ici en Bretagne et que donc ça relève de la pure brimade ce qu'ils font, hein. Ou alors c'est qu'ils ignorent que nous existons, c'est-à-dire qu'ils pensent que les plages c'est le midi avec les gens à touche-touche et les paillotes sur la plage. C'est pas ce qu'on connaît, et nous interdire les strands, mais c'est totalement n'importe quoi. Jean-Pierre, tu as un mot aussi à rajouter. Jean-Pierre, merci beaucoup, Bertrand. Oui. Est-ce que
c'est sûr qu'à titre individuel, reprendre le sport en pleine nature, mais que ce soit partout en France, dans la campagne, en montagne, a fortiori là, sur nos plages qui sont balayées par le vent et avec des espacements qui peuvent être de plusieurs dizaines de mètres entre chaque, ça paraît effectivement totalement ridicule d'empêcher ça. Donc il faut faut comprendre pourquoi l'interdiction des plages a été mise en place. Je pense que c'est une mesure de solidarité parce que, je reviens là-dessus, on est sur une décision qui est globale pour un pays et quelque part, cette solidarité, avec tous les moyens de diffusion des informations, les réseaux sociaux, c'est évident que de voir une différence de pratique entre certaines régions et d'autres qui vont être confinées, on ne peut pas oublier ça. Bien sûr qu'en tant que médecin et surfeur, je suis entièrement d'accord que ça n'a aucun risque. Ça n'a aucun risque. Maintenant, bémol, parce que comment vous allez faire la différence entre la pratique individuelle que vous allez faire, parce que vous avez tellement envie de surfer puisque vous voyez les ondes et les vagues qui arrivent, et tous les enfants, les écoles, les clubs, qui sont regroupés avec des vestiaires. Et puis, quand vous avez des activités nautiques, vous impliquez toute une surveillance également, toute la sécurité du pays aussi. Ouais, on est vraiment dans cette démarche, hein, Jean-Pierre. Tu sais, ce n'est pas juste pour la pratique individuelle. Aujourd'hui, il y a cette solidarité. Donc, et ça a été partagé les jours précédents. Il y a des gens qui morflent, des commerçants qui morflent vraiment, qui sont là au bout et qui savent que si c'est repoussé, à fin mai, à fin juin. Là, voilà, le débat, il n'est pas toi ou moi à aller surfer. Ça, et je sais que tu es pareil et toute ta famille est dans le sup professionnel. Je sais très bien, on est sur la même ligne. Anne, elle voulait rajouter quelque chose. Ouais, Anne, non, moi, je voulais revenir sur la pratique, un aspect assez un peu terre à terre de la reprise de la pratique sportive par rapport au risque d'accident. Je sors un peu du risque de transmission. Mais on va reprendre la plongée, vous allez reprendre le sport, le surf, le paddle, c'est la reprise, youhou. Après une période, pendant 2 mois de confinement, pour certains qui auront pu garder une activité physique assez importante, parce que jardin, parce que équipement sportif à la maison éventuellement, pour d'autres, ce confinement, ce sera accompagné d'une certaine sédentarité. Et puis enfin, il y a des gens qui ont des pathologies et qui n'auront pas forcément consulté. Pour le suivi de leur pathologie chronique, par exemple le diabète, les problèmes de tension, etc. Et puis, une dernière situation, c'est qu'il y a des gens qui auront effectivement malheureusement été infectés de façon plus ou moins symptomatique au Covid. Et de la même façon que la réappropriation du littoral, on est sur quelque chose de progressif en 3 phases. Il faut faire attention aussi à ne pas reprendre brutalement l'activité physique, sauf si effectivement on n'a pas été malade et qu'on a eu un entraînement régulier pour ne pas accroître les risques d'accidents de sport. Et alors moi, je m'intéresse à la plongée et le Covid donne des pneumopathies essentiellement quand même. Et on sait que des gens qui n'ont pas forcément été très symptomatiques ont pu avoir une atteinte pulmonaire. Si le poumon n'est pas cicatrisé au moment de la reprise de la plongée, on augmente les risques d'accident de plongée. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, je profite de l'audience que si pour les plongeurs qui auraient eu notion d'une contamination possible au Covid, même bénigne, il faut être très prudent pour la reprise de la plongée et revoir son médecin de plongée avant. Et pour tout sportif, ça, c'est un peu moins bien évalué. Sophie pourra peut-être me corriger. Mais ce virus, il va aussi chez certains au niveau du cœur, notamment. En fait, on sait qu'il a un tropisme. A priori, on le trouve pas que dans le poumon et les voies aériennes, on le trouve ailleurs dans l'organisme. Et certaines personnes ont pu avoir une atteinte virale au niveau du cœur qui ne sera pas forcément très, très symptomatique. Ils ne le savent pas forcément. Il faut faire attention là aussi à une reprise très progressive et pas hésiter, notamment pour les sportifs qui ont une pratique habituellement assez importante. Il faut quand même revoir peut-être son médecin avant de reprendre sa pratique sportive. Et de façon générale, il ne faut pas retourner à fond les ballons, surtout quand on n'a pas eu trop d'activité sportive pendant 2-3 mois. Il ne faut pas retourner d'emblée à fond les ballons. Il faut aussi envisager une reprise de la pratique sportive progressive pour éviter en fait tout bêtement l'accident de sport, qui serait fort dommageable
au moment où on se réapproprie le littoral. Voilà, je voulais juste attirer l'attention aussi sur ce deuxième aspect de reprise sportive. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si je peux faire une petite remarque. Oui, allez-y, Sophie. C'est vraiment une des règles de sécurité en sport santé, dans le sport en général, mais sport santé. Effectivement, cette réserve là sur les atteintes cardiaques. L'atteinte cardiaque, de toute manière, c'est toujours une réserve. Et on connaît les recommandations de la Fédération des cardiologues du sport qui dit que si on a la moindre fièvre, le moindre doute sur une infection, il ne faut pas faire de sport parce qu'il y a toujours un risque de myocardite. Hein. On ne sait jamais que ce soit une grippe, une infection entérovirus ou quoi que ce soit. Il peut y avoir un risque d'atteinte cardiaque. Et effectivement, dans cette maladie à coronavirus, il y a, dans les formes sévères, il y a 20% de myocardite. On le voit aussi chez des enfants, etc. Donc, il faut être assez prudent. Je crois que la question se pose même pour les rugbymen. Il est prévu pour leur reprise à haut niveau de faire des IRM cardiaques pour éliminer les atteintes. Donc, voilà, c'est vraiment un message de prudence. Mais pour le sport santé, le sport grand public de manière générale, toujours y aller progressivement en tenant compte de ses capacités, ne pas se mettre dans le rouge trop rapidement. Voilà, respecter les règles de sécurité classiques. Ok, donc là, alors en face du 11 mai, c'est-à-dire vous pensez de votre point de vue de médecin, c'est-à-dire que si on met les choses en place avec une régulation de flux, pas d'attroupement et tout ça, la Bretagne, c'est une zone verte. Est-ce que vous pensez qu'on peut être prêt, oui ou non, à essayer en tout cas un retour progressif avec une plage dynamique voilà, et un retour aussi au sport nautique raisonné, c'est-à-dire pareil, vous parlez tout d'un coup des vestiaires et tout ça, à mon avis, ça va peut-être être une phase 2 et pas une phase 1, et en phase 2, peut-être qu'on aura encore plus avancé, et que je sais que les écoles, moi, ils m'ont expliqué comment ils allaient faire les vestiaires, mais je ne vais pas parler pour eux, l'essence, enfin moi, avec les gamins et tout, ils ont réfléchi, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de remonter, eux aussi, leur protocole, en fait, on va dire. Donc, d'après vous, oui ou non, Jean-Pierre? Oui, alors, à titre de président de surf, effectivement, oui. Et puis parce qu'on s'est intéressé également au surf santé, et il y a eu plusieurs passages donc, sur Saint-Malo, des médecins en rééducation fonctionnelle, il y a eu un reportage aussi sur les mamies surfeuses que beaucoup de personnes ont vu de notre école de surf. Bien sûr, le sport pour la santé, c'est essentiel, surtout en cette période-là. Moi, à titre de médecin, ce que je vois de plus en plus, parce que je n'ai pas arrêté depuis 8 semaines, j'ai continué à travailler, je vois de plus en plus de pathologies de reflux, de pathologies de troubles fonctionnels intestinaux, qui témoignent de l'anxiété qui est en train de monter de plus en plus. Et je vois de plus en plus de gens qui prennent du poids, avec des modifications de la biologie hépatique qui développent des stéatoses hépatiques assez rapidement parce qu'ils se lâchent sur le chocolat, c'est évident. Donc, il faut, comme le disait l'autre médecin qui tout à l'heure à propos du retour au sport, bien sûr, il faut y revenir parce que sinon, on va avoir une surmorbidité et voire une surmortalité liée au confinement. Donc Jean-Pierre, c'est oui. Anne, bon, là, ça va un peu télé mais bon, on ne va pas résumer, mais Anne, quand même, par rapport à donc, la région verte, enfin bon, ce que vous nous avez dit, vous pensez pour un possible retour le 11 mai en phase transitoire? Oui, après, comme je vous disais, il faut pas n'importe comment sur les deux points de vue, le côté transmission virale et pas, comme je vous disais, pas de façon, pas comme les brutépesses en fait, de façon progressive aussi la reprise de l'activité physique, en étant très vigilant sur sa symptomatologie, donc savoir arrêter si on a des douleurs dans la poitrine, si on est anormalement essoufflé, savoir s'écouter quand on reprend son sport. Et bien entendu, pas y aller s'il y a des signes d'atteinte virale, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Voilà. Okay. Merci. Mais le sport individuel, en tout cas, est raisonné. Je ne vois pas trop où serait le problème. Au contraire, on en a besoin. Merci. Est-ce que je peux dire un mot par rapport à tout ça? Oui, bien sûr, c'est votre conclusion, Bertrand. Allez-y, allez-y. Cette réunion, me semblait-il, était essentiellement sur la question le littoral, les plages, les strands. Est-ce qu'on l'ouvre? Pourquoi est-il fermé à ce point? Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur la pratique du sport et de l'exercice physique, hein, parce que le sport, moi, je vais à la pêche aux palourdes ou des choses comme ça. Est-ce que c'est du sport? Je fais du sport comme les Crétois ou les habitants de l'île d'Okinawa le font, c'est-à-dire que… C'est toutes les activités de sport de plein air, je vais dans le plein air. Alors, pourquoi le vélo, on a le droit,
le jogging, on a le droit, et pourquoi aller se balader sur l'estran pour y pêcher des crabes ou je ne sais quoi, on n'aurait pas le droit. Il y a une aberration, et c'est une aberration du point de vue des modes de transmission du virus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a aucune raison scientifique pour interdire spécifiquement le littoral et les plages. Qu'on interdise les attroupements, ça me paraît parfaitement normal, mais qu'on ne s'attroupe pas sur les plages. Mais pourquoi les plages? Pourquoi cette haine quelque part de nos autorités vis-à-vis de notre littoral? Moi, ça me donne envie vraiment de pousser un coup de gueule, parce qu'il n'y a aucune raison. Et puis l'estran, c'est effectivement, j'ai 73 ans, hein, et c'est ma vie, moi, l'estran, d'aller dessus pour aller ramasser ma nourriture, finalement, aller en Doris, j'ai un Doris, je vais pêcher à la pêche et tout. Mais qui j'emmerde? Qui j'emmerde? Ils savent pas que les gens comme nous, les vieux pépés qui pêchons le maquereau tout seul en bateau, ça existe. On est les derniers des Mohicans. Il y en a marre de cette société. La parole, hein, Bertrand. C'est pour ça que vous êtes là et vous avez été nombreux hier aussi. Et merci beaucoup. Donc c'est un oui aussi pour vous, Bertrand. Tout à fait. Ça n'a aucune raison de fermer, de différencier les strands. Et Sophie? Ben oui, moi c'est un grand oui. Hein. De toute manière, qu'on parle de sport ou plus largement d'activité physique, à partir du moment où on se met en mouvement, on sait que c'est bénéfique pour la santé. Depuis l'an dernier, il y a eu une expertise INSERM qui a été publiée, qui a prouvé, qui a fait une grosse étude de la littérature et qui a prouvé que l'activité physique était positive et bénéfique avec des niveaux de preuves élevés en prévention et en traitement de tout un tas de maladies, y compris de la dépression. À modérer l'activité physique, c'est mieux que les médicaments, que l'antidépresseur, elle doit être prescrite en première intention. Donc l'activité physique, c'est une thérapeutique non médicamenteuse, mais que ce soit les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, etc. L'activité physique, c'est indispensable. Et si toute la population avait un niveau d'activité physique suffisant, on aurait eu peut-être moins de gens en réanimation avec l'épidémie de Covid. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Sophie. En plus, pardon Christophe, parce que Sophie, ça rebondissait sur ce que nous disait Pascal hier, avec dans sa démarche aussi thérapeutique avec les gens en foyer de vie trisomiques et qui, c'est-à-dire qu'elle les amène à la plage, ils marchent un peu, hop, et puis ils reviennent et elle nous disait c'est un anxiolytique en moins, c'est des médicaments en moins, les louzous comme on dit ici. Et merci franchement à vous quatre parce que c'est super que vous soyez venus avec nous parce que ça clarifie quand même beaucoup de choses et parce qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi, on va faire les choses bien parce qu'en fait les Bretons, le monde de la glisse, le littoral et tout ça, on est des gens raisonnés et raisonnables et en fait on réfléchit avant d'agir, c'est un peu le but en fait de ce collectif et je crois de tout ce qui se passe autour, voilà. Vanessa, ce qui est important de dire, c'est que notre démarche, elle est sur la confiance. Donc là, nous, on est sur des réseaux, on vous connaît, ou nos proches vous connaissent. Donc on sait que vous êtes des personnes de confiance, vous avez un avis et je pense qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui au niveau national, au niveau politique, au niveau expert. On entend de tout et de rien. Aujourd'hui, on repart de la base, on repart de Begmey. Et voilà, avec ce réseau des uns et des autres, on se fait confiance et on essaye de passer un message. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et qui ont eu les réponses à des écoles, à des combinaisons, à qu'est-ce qu'il va falloir faire. Est-ce qu'on est vraiment dans l'essentiel de parler de réouverture des plages, de déconfiner à partir du 11 mai? On pense que oui en tout cas, mais on veut y aller crescendo et avec du bon sens. Merci Sophie, merci Jean-Pierre, merci Bertrand et merci Anne. C'est vraiment, vraiment très sympa de nous avoir partagé votre précieux temps. Merci à toi. Bonjour. Merci. Et donc maintenant, Christophe, je crois qu'on va avoir une invitée surprise. Et en fait, c'est une habitante. Et moi, c'est quelqu'un du coup que je n'ai pas vu depuis longtemps parce que normalement, on se voit sur des paddles, à la plage, tout ça. Donc voilà, est-ce que Yuna est parmi nous? Ah, je sais qu'elle met son t-shirt. Salut tu la Yuna. vois? Salut Yuna. Comment tu vas? Elle n'a pas dû brancher son micro. On a Elisabeth aussi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Je fais juste un bémol juste pour synchroniser très rapidement ce que j'ai mis en termes de message. Comme j'expliquais à Jean-Marc, en fait, je travaille
en off aujourd'hui et je disais que je pouvais libérer 15 minutes. Et en fait, peut-être qu'on est dans un espace-temps qui est beaucoup plus large là, dans l'échange à venir. Et donc, je veux pas… D'accord. Donc, tu voudrais parler maintenant ou Yuna, tu peux attendre 15 minutes? Ouais, on peut attendre. On peut attendre? Oh là là, Yuna, t'es canon. Allez, on part avec Elisabeth. Elisabeth, vous êtes qui? Au revoir, Jean-Pierre. Elisabeth, vous vous présentez, vous avez donc votre petit créneau. Allez-y, on vous écoute. Alors, en fait, bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis à la Forêt Fouesnant, plus spécifiquement à Port-la-Forêt, devant la plage de Kerlevin que je regarde là juste à l'instant. En fait, je t'ai découverte, Vanessa, la semaine dernière grâce à une vidéo avec et l'association du coup, grâce à une vidéo avec Anne Sarkissian. Okay. Et donc, ça faisait hyper sens parce que je trouve que c'est vraiment l'idée de notre responsabilité citoyenne que d'être force de proposition, voilà, dans le contexte, d'autant plus quand on voit les règles qui ont été annoncées. Bref, et donc voilà, l'objet de ma connexion est celui-là. Et ce que je mettais en fait dans le message de ce matin, c'était de dire, de par l'activité dans le moment, en tout cas, c'est bien occupé, donc très bien. C'est juste que du coup, j'ai pas le temps de rebalayer toutes les vidéos, etc. Et je demandais juste s'il y avait quelque part un document ou une synthèse rapide des propositions qui étaient en cours pour que je puisse rattraper les wagons, être efficace et puis faire des propositions si l'inspiration me venait, quoi. Voilà, donc du coup là, c'est parole d'une habitante donc qui veut rejoindre un peu en fait le collectif, donc et voilà. Alors pour l'instant, on est un peu débordé, mais on commence à rédiger en fait, on commence à remonter les infos. Donc je pense que assez vite là, il va y avoir un premier document qui sera un peu comment dire, pas exhaustif et tout ça. Et du coup, vous aurez des infos. Ok, donc voilà, donc faut pas paniquer, hein. De toute façon on est plein à réfléchir les uns les autres, et en tout cas on va faire là, ça y est, on commence nous aussi. C'était il y a une semaine, on n'existait pas, si la Big Mail Paddle c'est grave, mais il n'y avait pas tout ça, et donc là ça y est, les infos remontent, les croisements se font, et donc on va faire un premier document qui sera pas exhaustif, mais de propositions, et voilà. Toutes les émissions, Elisabeth, sont enregistrées. Oui. On a déjà 6 heures de Zoom. Oui, mais Elisabeth travaille. Elisabeth, elle a continué son activité. C'est en fait ce que je veux dire, c'est que juste, c'est ça. C'est-à-dire que. C'est quoi ton activité d'ailleurs, Elisabeth? C'est quoi ton activité? En fait, j'accompagne les entreprises sur l'efficacité de leur organisation. Et donc, ce sont 2 entreprises, là, en l'occurrence, que j'accompagne qui grandissent vite et qui et donc pleines de belle volonté, d'enthousiasme et papli-plat, sauf qu'à un moment, les gens sont cramés et ils commencent à se prendre les pieds dans le tapis en interne et puis en externe aussi vis-à-vis des clients. Donc, je les aide génériquement dans ce contexte-là. Et en ce moment, dans cette période, en fait, c'est une période où les entreprises perdent leurs repères. Donc, humainement aussi, c'est important de pouvoir les accompagner si elles le souhaitent. Et puis, et aussi se dire que c'est en même temps une grande phase d'opportunité de faire bouger des curseurs et des choses pour lesquelles il y avait trop de résistance avant. L'expérience fait expérimenter les gens par eux-mêmes que, ah ouais, tiens, finalement, le commercial qui se déplaçait toute la semaine, il y a peut-être un compromis à trouver, à réduire la moitié de ses déplacements parce que jamais il a autant vu sa famille et finalement, jamais il a été aussi reposé, jamais il a été aussi efficace. Voilà. Je fais très donc toi, tu veux dire qu'en fait, le confinement, en fait, nous, ce qu'on a entendu, on a entendu des restaurateurs nous dire, mais en fait, on bossait comme des dingues. Pourquoi? Enfin bon, il y a aussi, c'est vrai qu'à un moment donné, on parlait beaucoup du monde d'après. Et en fait, à un moment donné, maintenant, on n'en parle plus trop parce qu'il va arriver bientôt. Mais en gros, c'est ça aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça peut ouvrir sur d'autres choses? En tout cas, le confinement est en train d'amener d'autres pratiques. Bon, nous, on est un peu terre à terre, mer à mer. On est quand même très centré là-dessus, mais très bien. Nous, on va tout partager. Et puis, tout ce qui est super, en tout cas, avec cette histoire, c'est que on voit qu'on fait du lien. Et nous, notre association, la Big Mail Paddle Cup, on ne passe pas notre temps à se déguiser, même si Yuna me voit toujours déguisée, mais presque, ou des fois en maillot de bain quand même. Mais en gros, nous, le but, c'était quand même de refaire du lien sur Big Mail à travers les acteurs. Et puis là, du coup, on peut dire qu'il y a un ultra lien puisque on voit qu'on se connecte, interconnecte tous les uns les autres. Et ça, c'est top, en fait, je crois. Voilà. Ouais, carrément, super. Et donc, c'est de voir si au niveau de la forêt, en effet, vous avez déjà, vous avez déjà d'autres intervenants. Ouais, il y a Forêt Verte.
Ok, super. L'association Forêt Verte qui est super. Et par exemple, ils font du nettoyage de. Comment dire, ils sont très écolos. Donc, en fait, ils font du nettoyage. Nous, on fait du nettoyage de plage. On ne savait pas qu'ils existaient. Donc, on sait on espère qu'il y aura encore tous les ans, le 3e samedi de septembre, il y a le World Cleanup Day. Donc, c'est une action mondiale où, en fait, tous les gens nettoient la planète ce jour-là. Donc, on espère qu'il pourra se faire. Voilà, avec bien évidemment post-Covid, monde. Enfin, bon, je ne sais pas comment ça se passera. Et bien, cette fois, on sait que nous, on est avec May, mais on sait qu'à la forêt, il y aura d'autres gens et tout ça. Et je pense qu'avant, on buvait des coups juste que nous, notre asso. Et ben là, on ira voir les gens de la forêt, ou je ne sais pas comment ce sera possible. Mais en tout cas, le lien se fait. Donc, merci, Elisabeth. Et maintenant, on va passer avec Yuna Kilfen, puisque dans la famille Kilfen des Waterman, nous avons donc Super Dédé, qui donc à l'école de Get Up Stand Up et qui fait partie de la Big Mike Paddle Cup. On a le frère, donc le tonton de Yuna, Yann, qui est un Waterman, qu'on ne présente plus, mais il y a aussi les cousins, parce qu'il y a Yvan, là, la petite bombe là, de la torche, et puis il y a encore un, je ne sais même plus lequel c'est, vous êtes tellement nombreux, mais là, on a Yuna, la seule, l'unique, donc la fille de Dédé. Ça va, Yuna? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? Par rapport à la plage. Elle me manque. Elle te manque parce que nous, on fait le printemps. Moi, je te vois toujours à la plage, en fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à la plage, toi, Yuna? Je fais du paddle. Tu fais du paddle. T'as ta rame ou alors tu montes sur le paddle de maman et papa? Comment ça se passe? Je monte sur le paddle de papa non, et t'as ta maman. planche. Elle a sa Les deux, planche. quoi. Moi, j'ai plein de vidéos. On la voit là qui est traînée parce qu'en fait, il te traîne aussi des fois. Et puis, tu es debout. Et puis, des fois, hop, on voit que tu tombes sur les fesses. Et du coup, tu aimes bien te baigner aussi? Oui. Ouais. Bon. Et donc, du coup, là, ça fait combien de temps que tu n'es pas allée à la plage alors, Yuna? Ouais. Depuis le début, ouais, ça commence à être long. Bon, et écoute, et du coup, j'espère qu'on va bientôt aller à la plage quand même, parce que c'est plus sympa aussi d'aller prendre les goûters à la plage, quoi. C'est ça? Oui. Ouais, mais Yuna, attends, parce que là, tout le monde dit des gentillesses, mais il faut savoir quelque chose. Si on a le droit de retourner à la plage, on a le droit de retourner à l'école aussi, Yuna. Oui. Et aussi chez le dentiste. Chez le dentiste C'est aussi. pas mal à la maison aussi, non? Ah non, évidemment que ça nous fait plaisir et sourire avec les enfants. Il y a plein de gens qui devraient être sur la plage maintenant. On va y aller avec raison. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes copines, alors tes copines et tes copains, Yuna? Oui. Allez voir. D'habitude, tu es plus bavarde, hein. Tu es un petit peu là, tu es un peu impressionnée en fait. Tu es impressionnée par mon costume ou par la casquette de Christophe? Parce que tu nous connais, nous. Regarde. Qu'est-ce que tu penses de mes boucles d'oreilles? C'est impression, je pense. Tu vois? Ça fait impression ou pas? Ouais, non, pas trop. Hein. Pas mal. Bon, en tout cas, Yuna, ça nous a fait plaisir de te voir. Donc voilà. C'est le même ça. On a le même, Christophe. Ah bon, vous avez le même chat? Mais non, il est unique celui-là. C'est un chat qui est fabriqué dans le Morbihan. Ah, il vient. C'est pour faire high five, tu vois, et dire ah bon, à bientôt, on se voit bientôt. Pour l'instant, on est sur des échanges avec des écrans, mais les échanges sont là. Yuna, je suis sûr que tu vois tes copines aussi, hein, des fois avec un WhatsApp, avec une photo comme ça. Tout le monde va bien, et puis voilà, faut être patient. Les sirènes sont encore là. De toute façon, c'était l'hiver aussi, Yuna. Tu sais, c'était pas la saison, hein, l'eau était un petit peu froide, et puis il n'y avait pas de vagues. Oui. Mais c'est quand la dernière fois que je t'ai vue, Yuna? La dernière fois qu'on s'est vu, est-ce que tu te rappelles? Non, tu te rappelles pas d'avoir mangé la galette des rois à la cale? Ouais. Ah oui. Pour la paddle galette. Et t'es venu me voir et tu me dis quoi? Il n'y a pas de chocolat chaud? Genre, trop nul ton event, Vanessa. Moi, je viens, je mange la galette et il n'y a pas de chocolat chaud. Et ben voilà, ça c'était du Yuna. T'es toute timide alors que d'habitude, elle n'est pas timide comme ça. Merci Yuna, merci Deds. On vous quitte. On vous dit à très vite sur la plage de façon raisonnée, hein, Yuna. Il y aura des règles les prochaines fois, peut-être on va aller à la plage. On pourra peut-être pas faire certaines trucs. On verra comment ça va se passer. Mais on espère qu'on pourra faire du paddle et aller se balade.
Et puis, tu sais, Yuna, il y a un truc qui est vachement important parce qu'à côté, il y a ton papa et puis tu nous vois rigoler, discuter. Des fois, tu comprends pas toujours tout. Mais tu sais, les grandes personnes, tu vois, derrière les blagues et les costumes, ils gèrent quand même bien. Tu vois, quand il y a un problème, on trouve toujours la solution. Des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. C'est pas comme l'école de Begmay, mais où il y a plein d'enfants, bien sûr. Yuna, elle est à Pleven. À Pleven. Ouais, avec le fils de la crêperie de Begmay, par contre. Et ouais, il y a des spots, il y a des écoles différentes pour les enfants de Beg, puisque notre école a malheureusement fermé il y a quelques années, puisque soi-disant, il n'y avait pas assez d'enfants. Non, c'est un autre sujet, ça, Yuna. Et ouais, mais bon, tout est lié. Allez, salut. Donc voilà, salut Yuna. Merci Elisabeth pour votre intervention. On remet l'adresse email parce que, comme le disait Elisabeth, nous aussi, on va avoir à un moment besoin aussi d'étoffer un petit peu nos équipes pour faire les synthèses, pour aller chercher les documents. On essaye d'avoir un petit peu sur tout ce qui est dans le plein air, les déclarations officielles, les positions des fédérations. Beaucoup de maires, beaucoup de députés sont en train de se mobiliser. Il y a beaucoup de procédures et protocoles qui sont positives. Hein. Ça part un petit peu à l'inverse. Hein. Maintenant, ça part vraiment localement et ça diffuse vers le haut. Et on voit que ça, c'est certainement un petit peu plus agile et efficace. Alors, on n'est pas du tout là pour critiquer hein, les politiques tout en haut, ce qui se passe à Paris. On ne fait pas de guéguerre régionale. Etc. Mais il y a un moment, voilà, on part de ce qu'on connaît, de notre réseau Vanessa, et on essaye d'aller sur des petites victoires et après de partager ces petites victoires. Begmay, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, etc. Quelle est cette adresse email, Vanessa, pour les gens qui veulent nous envoyer des documents? Alors, déconfinement@begmaypaddlecup.fr. Voilà, je pense qu'il doit passer en même temps. Donc, on fera un petit résumé. Je ne fais pas le résumé maintenant, hein, Christophe. On fera un petit résumé tout à l'heure quand on revient, parce qu'on revient à 18h avec donc Anne Kéméré. Donc, vous avez tous vu Anne Kéméré. Vous savez tous qui est Anne Kéméré. Et en fait, elle était dans le journal hier. Elle a dit qu'en gros, s'il y avait un mouvement de libération des plages, elle serait en tête de cortège. Alors, on va parler de ça avec elle ce soir à 18h. Et nous aurons aussi, Mathieu Carpentier de la Ligue de surf, la Fédération de surf Bretagne, qui sera aussi avec nous pour qu'on reparle un petit peu, eux, de ce qu'ils pensent en fait de cette prochaine possible réouverture, en tout cas, ce qu'on aimerait, hein, parce que pour l'instant, c'est des propositions, rien n'est acquis, rien n'est joué, hein, pour l'instant, c'est encore du work in progress, il faut proposer la semaine prochaine, en gros, à nos élus, voir comment ça peut remonter, comment ça se met en place. Donc voilà, 18h, Anne Kéméré, Carpentier et peut-être un invité mystère, on verra. Ouais. Voilà, merci. Ils arrivent tous les jours. Donc voilà, merci. Le petit merci aussi, il est sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui commentent, on essaye de partager, mais on a aussi pas mal d'intervenants. Donc Elisabeth, vous êtes la 66e intervenante sur les lives et les Zooms depuis 3 jours. Donc vous voyez, et puis on s'excuse, hein, apparemment, on n'a pas réussi, Vanessa, à faire passer François Gabard hier, il est resté dans la salle d'attente Zoom. Il revient quand il veut. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, nous, en fait, c'est ça, qu'on invite des gens, des stars, et puis en fait, on leur dit, non, tu restes dehors. Ah c'est la technique, c'est Jean-Marc qui va prendre. C'est comme ça, en fait. C'est bien d'avoir un technicien, c'est lui qui prend tout. Jean-Marc, on t'aime. Ciao, merci de nous suivre. Jean-Marc, c'était une blague. Jean-Marc assure, mais tellement, tellement. Merci Jean-Marc, merci Christophe. Merci à toute l'équipe de la Begmay Paddle Cup qui est derrière. Salut. Ciao. Elle coupe.